Mon témoignage va plutôt être de dire mais comment est-ce que les acteurs économiques mettent en œuvre tout ça et comment ils le subissent et comment ils interagissent et comment ils s'adaptent à tout ça. Comme vous l'avez dit, je suis agriculteur dans le sud-ouest mayennais, je suis en GAEC, on est associés, on est 2 associés et on a un salarié. On cultive 115 hectares, on a à peu près 70 hectares d'herbe et 80 vaches laitières et on fait un peu de viande bovine. Depuis 2011, je suis administrateur à Terrena, plutôt en charge de tout ce qui est développement durable et donc du projet phare qui est Nouvelle Agriculture. Je vais revenir un petit peu sur le concept de développement durable dont on a longtemps parlé, parce que pour moi il est important, il est essentiel. On avait dit que c'était 3 piliers, mais maintenant on peut dire que c'est 4. C'était l'économique, l'environnement, le social et le sociétal. Et on se rend compte que quand on oublie un de ces piliers-là, ça ne marche pas. Ou alors il faut mettre beaucoup de moyens pour qu'on arrive à faire quelque chose, et de toute façon ça ne tient pas dans le temps. Si mettons on oublie l'économique, ça nous rattrape très vite, le marché il reprend ses droits. Et dans la PAC, la chose qu'on n'a pas dit là, ce matin, c'est que le premier pilier a évolué et on a beaucoup moins de protection, on est beaucoup plus exposé à une économie mondiale et on a subi beaucoup plus de volatilité des prix. Donc il a fallu aussi qu'on s'adapte à ça, il n'y a pas que le changement et que le verdissement, il y a aussi ce premier pilier qui a évolué beaucoup. La deuxième chose, effectivement, c'est que, par exemple, là tout à l'heure, on a parlé pas mal de maintien des prairies, etc. Et je pense que c'est une bonne chose, parce qu'en fait, pour protéger la ressource en eau, c'est vraiment quelque chose de très bien. Je pense qu'on a vu aussi que c'était quelque chose qui est capable de capter beaucoup de carbone de façon efficace, et je pense que pour le maintien de la biodiversité, c'est bien. Par contre, ce que je suis certain, c'est que quand on veut maintenir les prairies, il faudra des herbivores pour les valoriser. Donc en fait, c'est un peu dans cette logique-là qu'il faudra aussi qu'on regarde un petit peu la PAC dans son ensemble. Et nous, agriculteurs, on agit dans tous les sens et à tous les niveaux, en lien avec les marchés, mais aussi également avec les réglementations, etc. Et donc c'est dans ce jeu-là qu'on interagit. Alors Terrena est engagé depuis 2008 dans une démarche collective où nous plaçons au cœur de nos projets l'évolution des pratiques agricoles pour les agriculteurs au bénéfice de tous. Par les agriculteurs au bénéfice de tous, et ça c'est important. Et effectivement, cette démarche-là, on l'a conduite depuis un petit moment. On a travaillé de 2008 jusqu'à 2012, surtout sur nos pratiques agricoles amont, essayer de se remettre en cause, trouver des solutions par rapport à tous les enjeux qui se posaient à nous, et de trouver des solutions pratiques. Je vais aller assez vite sur la première partie, plus de présentation de Terrena, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde de filières agricoles, donc j'imagine que vous connaissez un petit peu quelle est notre coopérative. Et pour nous, une coopérative, c'est le prolongement de nos fermes. Là, c'est moi qui... Ouais, d'accord, ça march pas, donc en fait, je vais faire un petit peu ça. Ouais, on peut passer, en fait, là, j'avais remis quelques chiffres de Terrena, surtout pour... Vous pouvez passer, s'il vous plaît, ouais. Donc, quelques chiffres de Terrena, 29 000 adhérents, plus de 2 millions d'hectares de SAU, 5 800 fermes qui utilisent des solutions de nouvelle agriculture. Et puis également, on a enregistré en 2018 plus de 33% dans l'évolution de nos ventes de produits nouvelle agriculture. Et puis d'abord, à Terrena, c'est aussi des hommes. Voilà un petit peu une cartographie à l'instant T du nombre de producteurs qu'on est autour de ces productions et de notre coopérative. Effectivement, on essaie de fonctionner autour de valeurs. J'essaie d'aller un peu plus vite, mais surtout reprendre celui de création de valeur à long terme. Nous, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que quand on négocie avec la grande distribution ou avec les grandes chaînes de restauration, etc., on nous parle de prix, et quand on a fini sur les prix, on parle de promotion, et puis de taux de service. Et nous, on s'est dit qu'en tant qu'agriculteurs, on ne voulait plus être des fournisseurs de matières premières, on voulait aussi redonner un petit peu de valeur à notre produit, et on pense qu'autour du produit, il y a vraiment des choses à faire, tant sur le goût, sur les qualités nutritives, sur l'axe nutrition-santé, sur la traçabilité, sur la qualité, mais également, pour le consommateur, de plus en plus, la valeur, elle vient de qui l'a produit, comment il l'a produit, avec quoi il l'a produit. Et nous, il faut vraiment qu'on redonne du sens dans tout ça, et quand on interagit avec l'environnement et qu'on a des pratiques vertueuses, c'est des choses qu'on peut mettre en lumière. Effectivement, donc le dernier petit point, c'était la culture du client qui est importante aussi, sachant que dans nos têtes, il faut toujours qu'on ait à l'esprit qu'en fait, on a 2 clients. On a les grands distributeurs, les grandes chaînes de restauration, ceux qui nous payent les produits, et on a aussi le consommateur, celui qui va les apprécier, mais qui est en B2C. Donc d'où notre projet de Nouvelle Agriculture, et en fait il a été basé pour se dire effectivement avec les règlements, l'adaptation, l'évolution de la PAC, etc. On subissait beaucoup de choses nous agriculteurs, et en fait toutes ces contraintes environnementales, essayer d'en faire des opportunités de façon à les valoriser.
Quand on nous demande de produire plus et mieux avec moins, et bien effectivement, ça peut être de la valeur auprès du consommateur, de mettre moins d'intrants, moins de choses non renouvelables, d'avoir moins de pesticides, de se passer des antibiotiques sur certains élevages, ça a de la valeur et il faut qu'on essaie de le mettre en lumière. À mettre les produits à la portée de tous. Ce qu'on a aussi décidé dès le départ, c'est de se dire qu'il ne faut pas qu'on soit dans une démarche de niche. Il faut vraiment effectivement qu'on essaie d'aller produire de la masse pour faire profiter à un maximum d'adhérents de cette opportunité. Au cœur du dispositif, on a plus d'une centaine de sentinelles avec 3 grands types. Les agriculteurs qui sont innovants, qui ont envie de trouver des solutions, qui vont essayer de tester des choses en lien avec le climat, en lien avec la biodiversité, etc., ou avec des techniques d'élevage, etc. Eux, ils sont vraiment innovants et ils sont en train de tester les innovations. Et puis après, on a une deuxième sorte qui nous permettent, en fait, dans les exploitations, dans des types très divers, sur des conditions de sol complètement différentes, de voir dans quelles solutions, si les solutions qu'on proposera demain, eh ben, elles marchent dans tous les cas. Et puis on a des agriculteurs qui sont plus là pour diffuser un peu cette information-là, et puis pour faire fonctionner les choses en lien avec nos adhérents. Et en fait, de leur donner un peu les messages, parce que nous, agriculteurs, on a tendance à écouter beaucoup nos pairs. Et puis donc de 2008 à 2012, on a travaillé donc tout le côté amont pour trouver des solutions par rapport à l'environnement, etc. Et en 2012, on a commencé à se dire, maintenant, cette façon de produire, elle a peut-être un petit peu de valeur. Il faut qu'on aille regarder vis-à-vis de nos clients si, en mettant des cahiers des charges simples, adaptés, avec 2 ou 3 items, parce qu'on sait très bien que le consommateur, devant la foultitude de produits, il a très peu de temps pour choisir. Donc on a fait une démarche, on a essayé de mettre en lumière des foies nourris à l'air, sans antibiotiques, etc., pour que c'est du sens vis-à-vis de nos produits. Et aujourd'hui, on a une démarche en lapin, en poulet, en dinde, en blé, en légumes tout dernièrement, de façon à faire une proposition assez groupée avec une marque qu'on essaie de défendre, c'est la marque des agriculteurs. Donc l'autre chose aussi qu'on a essayé de faire vis-à-vis de ça, c'est de se dire que nous, agriculteurs, c'est vrai qu'on mettait beaucoup d'énergie à faire, et souvent pas assez d'énergie à faire savoir, à essayer de faire comprendre vis-à-vis du consommateur qu'est-ce qu'on avait fait. Et effectivement, on s'est rendu compte aussi qu'avec les générations qui évoluent, le lien de confiance entre nous, agriculteurs, et les consommateurs, il s'est distendu, alors que souvent on a vraiment des pratiques vertueuses dans nos exploitations, que ce soit en lien avec le climat, que ce soit en lien avec la biodiversité, que ce soit en lien avec le bien-être animal, et bien ça on ne sait pas le dire, donc il faut qu'on sache reprendre la parole pour redonner de la valeur au produit. Sachant que le premier pilier ayant été dégradé avec une exposition au marché mondial de plus en plus conséquente, il faut vraiment aussi que par rapport à ça, on redonne de la valeur à nos produits de façon à ce que l'économique aussi de ces productions-là nous permette de vivre dignement de nos métiers. Donc effectivement, on a fait une campagne de pub pour essayer de recréer ce lien. Et dans la marque La Nouvelle Agriculture, ce qu'on sait, c'est que beaucoup de consommateurs retiennent aussi la marque des agriculteurs et on est fiers de pouvoir signer nos produits parce qu'ils sont de qualité. Donc effectivement, cette reconnaissance et de faire des engagements vis-à-vis de l'environnement une opportunité, c'était vraiment le fil qui nous a conduits. Donc il faudra revenir un tout petit peu. Donc voilà, vous qui êtes jeune et qui voulez aller vers l'agriculture, voilà, pas de façon exhaustive, mais tous les 2 fils qu'on aura à relever demain. Vous pouvez en prendre plusieurs, etc. Mais celui sur lequel je vais m'attarder, puisqu'en fait c'est en lien avec le sujet d'aujourd'hui, c'est la réduction de CO2 qu'on voit là-haut. Effectivement, c'est quelque chose qu'il faudra qu'on prenne en compte. Comment est-ce que nous, on l'a mis en œuvre au sein de Terrena? Eh bien, autour d'un outil qu'on appelle AgriCO2. En fait, c'est un outil simple, efficace, pragmatique, qui permet de comptabiliser les économies de CO2 qu'on peut faire sur une exploitation en faisant un certain nombre d'actions. Pour vous illustrer ça, je vais prendre 3 exemples. Comme on en a parlé tout à l'heure sur les économies de protoxyde d'azote, qui est un des critères les plus conséquents, parce qu'en fait, il y a un gros coefficient multiplicateur. Je prendrai un exemple sur le méthane et un exemple sur le CO2. Protoxyde d'azote, en fait, on a mis en place un outil qu'on appelle Fertidiosat, qui nous permet de réduire la fertilisation azotée de nos blés. Comment est-ce que ça marche? De nos blés, de nos cultures en général. Comment est-ce que ça marche? C'est-à-dire qu'en fait, on a développé ça avec l'Institut du végétal, mais également avec ADS et Astrium. C'est qu'en fait, on utilise l'imagerie satellite pour voir comment est-ce que nos blés ils réfléchissent la lumière, et en fonction de ça, ça nous donne un certain nombre d'indications qui nous permettent d'aller ajuster au plus près la fertilisation azotée des blés. En moyenne, c'est une moyenne, parce que des fois on peut conseiller de mettre plus ou de mettre moins, mais en moyenne, on économise 35 unités d'azote sur nos cultures de blé.
et à peu près 58 sur les cultures de colza. Donc c'est un petit peu logique aussi, parce qu'on est dans des zones d'élevage avec beaucoup d'effluents. Donc la fluctuation de la matière organique, elle n'est pas toujours évidente en fonction de l'hiver, en fonction de la pluviométrie, en fonction du froid, etc. Donc avec ces outils-là, on va vraiment ajuster la quantité d'azote au plus vite. Au plus près, pardon. Le deuxième exemple, c'est sur le méthane. C'est quelque chose qu'on a développé avec l'ADEME et BBC. En fait, c'est en fait deux outils. Alors, il y a, avec le BBC, c'est qu'en fait, en utilisant les graines de lin et puis des aliments avec un peu plus d'oméga 3, on arrive à avoir des rations qui permettent d'optimiser l'apport énergétique. Et on a un deuxième outil qui s'appelle Profilia, et en fait, en analysant les axes gras volatiles du lait et leur interconnexion, leur interdépendance, on arrive à ajuster mieux nos rations. Parce que souvent, quand on fait des changements alimentaires, il nous faut 3 à 4 semaines avant de bien caler les choses. Là, avec cet outil-là, on est beaucoup plus rapide, il y a beaucoup moins de pertes d'énergie, on a des animaux en meilleure santé et on émet un peu moins de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est pareil, grâce à la grille CO2, on le compte. Le dernier exemple, c'était sur l'éco-conduite. En fait, on incite nos agriculteurs à aller faire des formations pour la conduite des tracteurs. Alors ça passe par le lestage des tracteurs de façon à ce que l'adhérence soit toujours à l'optimum, des entretiens un petit peu différents avec des vidanges qui se font un peu plus souvent de façon à ce qu'il y ait moins de frottement dans le moteur, etc., de façon à ce qu'on optimise la consommation. Donc dès qu'un agriculteur met en place une action comme ça chez lui, on essaie de comptabiliser, on comptabilise sur un compte personnel ces économies de CO2. Voilà en fait comment est-ce qu'on essaye au travers de notre projet de nouvelle agriculture d'interconnecter les conséquences du climat pour être toujours au plus proche de l'évolution des attentes sociétales, environnementales, et de façon à ce qu'on colle notre modèle économique à l'ensemble des choses qui nous interpellent. Voilà mon témoignage.